Fortnite. Alors que la saison 2 du chapitre 2 arrive cette semaine, promettant de grands changements, on va s'intéresser aujourd'hui, vous vous en doutez, à la facette oubliée du jeu le plus populaire de tous les temps, son histoire. Et oui, il est facile de passer à côté, mais il y a bel et bien une histoire. Pourtant, vous pouvez très bien avoir fait comme moi plus de 2500 parties sur ce jeu sans avoir la plus petite idée de ce qui se passe dans son univers. Des fusées qui fissurent le ciel, des zombies, des pirates, un volcan en éruption, des super-héros, des robots géants. Ah ah, vous pensiez que ces événements dans le jeu n'avaient aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu le cas. Voyez l'histoire de Fortnite comme l'équivalent de vider votre bac à jouets quand vous étiez petit et d'inventer tout ce qui vous venait à l'esprit avec ce que vous aviez sous la main. Prenant place sur une île où 100 joueurs sont largués pour s'entre-déchirer et être le dernier debout, l'histoire du Battle Royale se développe à travers différents événements qui prennent place à des moments précis sur ladite île. Des changements anodins comme l'ajout d'objets, de véhicules ou de structures à certains endroits, jusqu'à des cataclysmes titanesques qui en modifient totalement le paysage. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que tout ça est éphémère. Chaque événement ne s'est produit qu'une seule fois dans le jeu, sur tous les serveurs, pour tout le monde, en même temps. Et après, pouf, disparu. Plus moyen de le revivre. Une histoire évolutive donc, qui se divise en chapitres, eux-mêmes divisés en saisons, durant chacune 10 semaines. Comme je le disais, la saison 2 du chapitre 2 arrive, et avec elle, une nouvelle évolution de cette aventure globale. C'est donc l'occasion de reprendre les choses depuis le début, et d'essayer de comprendre cette histoire cachée qui rythme secrètement nos parties depuis plus de 2 ans. Alors, salut à toutes et à tous, je suis le protagoniste, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Fortnite Battle Royale, chapitre 1. Avant tout, petite précision. Si je dis essayer de comprendre, c'est parce que même si le chapitre 1 que je m'apprête à vous conter est bel et bien terminé, le jeu entier, lui, ne l'est pas. Depuis son lancement en 2017, Fortnite est toujours en accès anticipé, en bêta, et n'est donc pas fini. Epic Games repousse tous les ans la sortie définitive du jeu, et du coup, il lâche aucune info sur l'histoire, même sur les chapitres passés. Donc voyez cette vidéo comme un puzzle, où chaque pièce est un événement, une cinématique, un écran de chargement, bref un indice factuel, puzzle que je vais essayer de reconstituer avec les théories les plus populaires au sein de la communauté. Du coup, vous pourrez aussi vous faire votre propre idée sur le déroulé de l'histoire. Donc sans plus attendre, descendons du bus de combat et largons-nous sur l'île de Fortnite Battle Royale. Quoique, finalement non, car les racines de l'histoire du Battle Royale ne sont pas dans le Battle Royale. Fortnite est divisé en 3 modes. Le mode créatif, la plus récente addition qui est basiquement Minecraft avec des guns, le mode Battle Royale et un mode coop, une aventure scénarisée qui fut en réalité la base du jeu à sa sortie en juin 2017 et qui fut plus tard baptisé en mode Sauver le monde. Mais au début, ce mode aventure coop était juste Fortnite, dont le principe premier était la construction et la défense de Fortnite, vous me suivez, face à des hordes de monstres. Ce n'est que quelques 3 mois plus tard qu'Epic Games, qui s'inquiétait que Fortnite ne soit un échec, décidait, au vu du succès de jeux tels que H1Z1 ou PUBG, d'ajouter leur propre Battle Royale à la sauce Fortnite, et grand bien leur en a pris. Enfin, tout ça pour dire que le mode Sauver le monde est la pierre angulaire de Fortnite, de son univers et donc de notre histoire. Le pitch est le suivant. Une tempête aux proportions dantesques a englouti le monde sans prévenir, apportant avec elle une horde de monstres abominables appelés les Carcasses. 98% de la population disparaît dans le cataclysme. Le joueur est placé dans la peau d'un survivant ayant tout perdu, qui, fuyant la tempête et ses carcasses, trouve refuge dans un complexe apparemment abandonné, marqué d'un V. Il fait alors la rencontre de Ray. Ah, vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Un petit robot excentrique mais enthousiaste, qui a besoin de son aide. Je suis Ray. Nous sommes l'équipe d'aide commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Ray est à la recherche d'un nouveau commandant pour lui dire quoi faire. Après tout, c'est un robot, mais pas n'importe quel robot. La création personnelle du Dr Vinderman, le fondateur de la compagnie Vindertech, d'où le V sur la porte. Avant l'apocalypse, Vindertech était LA société à la pointe de la technologie. La plupart des armes et des gadgets, et même la monnaie de l'univers Fortnite, les V-Bucks, viennent de chez eux. Et pour cause. Le bon Dr Vinderman était le seul à avoir prédit que la tempête arriverait. À partir du moment où il a compris que ce qui allait se produire était inéluctable, il a dédié toute sa société, ses efforts et sa santé à la création de moyens de défense contre la tempête. Tout le monde le croyait fou, même sa fidèle Ray, mais elle était muée d'une loyauté sans faille envers son maître et a continué à l'aider à préparer le monde, le voyant dépérir à petit feu. Malheureusement, lorsque la tempête a frappé, Vinderman n'était plus et personne d'autre que lui
ne s'y attendait. Notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B? Vous avez une idée? Ah oui, non? Allez! Appel de détresse. Ray reçoit un appel de détresse d'une autre survivante, Ramirez. Allô, Ray? Si tu m'entends, ce serait pas mal du tout que tu te dépêches. Prenant les commandes, le joueur utilise la technologie WinterTech de la base de Ray Super. pour guider Ramirez vers d'autres survivants et leur sauver la mise. Ramirez, vite! On a cru qu'on t'avait perdu. Vous n'avez pas eu cette chance. C'est incroyable! Il y a encore des gens en vie! Et nous pouvons les sauver! Ah, je comprends. Moi aussi, je suis à la recherche de quelqu'un et... Je sais! Et si nous unissons nos forces, nous pourrons sauver les gens! Qu'en dites-vous? Ayant en commun la volonté de rassembler et protéger les survivants de l'apocalypse, Ray et le nouveau commandant décident de faire équipe pour mettre tout le monde en sécurité à la base en utilisant l'ultime création de Winderman, le bouclier anti-tempête. Juste à temps. Merci de nous avoir guidés, commandant. À partir de là, Ray et le commandant dirigeront Ramirez et les autres héros vers l'exploration de contrées inconnues, étudiant la tempête et utilisant les vestiges de WinterTech pour trouver un moyen de la vaincre et de, ouvrez les guillemets, sauver le monde. Donc voilà les bases de l'univers Fortnite, un monde semblable au nôtre mais à la technologie futuriste, ravagé par une tempête dévastatrice. Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec 100 mecs qui se foutent sur la gueule sur une île? C'est vrai que de prime abord, tout ce que Sauver le Monde et Battle Royale semblent avoir en commun s'arrête là. Dans Battle Royale, le monde est bel et bien le même. Même esthétique, même technologie, comme l'engin de téléportation et de matérialisation des objets, le bus tracté par un ballon météo ou le bouclier anti-tempête. Mais l'action prend place sur une île dont il n'est fait aucune mention dans Sauver le Monde. Et pas de trace d'aucun des personnages de la campagne, ni même des carcasses. Ici, l'ennemi, ce sont les autres héros. Il est grand temps de plonger dans le déroulé du Battle Royale, et nous verrons si les deux arcs narratifs sont connectés d'une manière ou d'une autre. Saison 1, 2 et 3. Au tout début, et je parle du tout début, la carte de l'île ressemblait à ça. Banlieue, ferme, un bois, un marais, quelques collines et un lac. Mais très vite, de nouveaux lieux firent leur apparition, le plus significatif étant Tilted Towers, la métropole de l'île où 50% des joueurs droppaient à chaque partie pendant toute la saison 2. Donc alors que seuls des modifs mineurs affectaient l'île, une bien plus grande menace pointait le bout de son nez. Ce qui semblait être une comète fit son apparition dans le ciel, se rapprochant de plus en plus chaque jour. Des télescopes popaient par-ci par-là, ainsi que des messages annonciateurs d'une catastrophe. Le météore était le premier événement majeur initié par Epic Games, et si vous étiez là à l'époque, vous vous rappellerez que c'était un truc de fou. Tout le monde essayait de deviner où le rocher allait frapper la carte. La plupart pensaient à Tilted Towers, mais chacun avait sa petite théorie et se demandait comment ça allait se passer. Enfin, 3 semaines avant la fin de la saison 3, les premières pluies de météorites commencèrent à frapper la carte, semant le chaos dans nos parties. Jusqu'au jour où enfin le météore s'écrasa, marquant la fin de la saison 3. Saison 4, super production. Le principal point d'impact se révèle être Dusty Depot, qui ne contenait que 3 entrepôts abandonnés, laissant désormais place à un immense cratère avec en son centre le cœur du météore, qui semble être indestructible. Et de petits fragments de pierre imbus d'une énergie étrange sont disséminés sur toute l'île. À partir de là, la storyline de la saison 4 se divise en 2 parties. D'abord, les habitants de l'île se servent de cet événement et décident de tourner un film de super-héros. Ah non mais rappelez-vous quand je vous ai dit que c'était une histoire de bac à jouets. Le scénar du film, l'un des impacts de la météorite a détruit la prison de l'île, permettant à Omega, le super vilain, de s'échapper. Carburo, le héros, rassemble alors une team de super-héros pour l'arrêter. Parallèlement à ça, il se passe des choses étranges sur la carte. Des camions font leur apparition aux différents sites de crash et amassent les pierres antigravité dispersées par le météore. Un centre de recherche est érigé au cratère de Dusty Depot. Qui que soient ces gens, ils semblent vouloir étudier le météore et en ouvrir le cœur.
c'est là le point le plus sombre de toute la storyline. Une organisation secrète qui apparaît ça et là au fur et à mesure des saisons. Le rôle n'est jamais clairement expliqué et ils n'apparaissent pas dans les cinématiques ou les écrans de chargement. Mais ils semblent observer tout ce qui se passe. La seule chose permettant de les identifier, ce logo présent sur leur véhicule, qui partage des similarités avec un autre logo qu'on connaît bien, celui de Windertech. Serait-il finalement toujours dans le coin ? Cette organisation mystérieuse fut baptisée de plusieurs noms par les joueurs, les scientifiques, le gouvernement ou l'UIA pour Unnamed Investigation Agency. Pendant ce temps, le film de super-héros continue d'être tourné à deux endroits, au sud-est de l'île, à Moisty Mire, où un plateau de tournage est carrément érigé, et près de Snowy Shores à l'ouest, où une montagne est creusée pour y accueillir le faux repère du méchant Omega, qui souhaite dominer le monde avec son armée de soldats robotiques, ou le détruire avec son énorme fusée. Lors de la semaine 5, le combat final entre Carburo et Omega est tourné à Tilted Towers, et le tournage est emballé à la semaine 6. Les lieux servant de décor sont alors abandonnés. Mais à la semaine 7, un nouveau rebondissement se produit. L'UIA réussit enfin à percer le météore, révélant en son sein une capsule de sauvetage d'origine inconnue. La capsule s'ouvre, libérant le Visiteur, qui est aussi le skin secret qu'on obtient en terminant les défis Superproduction de la saison 4. Dans la plupart des saisons, le skin secret débloquable via cette liste de défis optionnels est un personnage important de l'histoire. Le premier étant donc ce fameux Visiteur. Mais est-il un ami ou un ennemi ? Le Visiteur s'échappe de Dusty Divo et trouve refuge dans le faux repère d'Omega, abandonné depuis la fin du tournage. Il attaque ensuite un convoi de l'UIA et vole les pierres antigravité afin de modifier la fausse fusée du tournage en une véritable fusée. Lors de la dernière semaine de la saison 4, il diffuse une alarme à travers toute l'île avec un compte à rebours, prévenant ses habitants du décollage imminent de la fusée. Mais quelles sont ses intentions ? La destruction de l'île ? Ou essaie-t-il simplement de rentrer chez lui ? Finalement, le compteur de visiteurs atteint 0 et le décollage commence. C'est le premier live event de l'histoire de Fortnite. Si vous le loupiez, tant pis pour vous. Et comme pour le météore, la frénésie s'emparait des joueurs. Qu'est-ce qui allait se passer ? Qu'est-ce qui allait changer ? Ce concept d'événement unique donnait aux gens la sensation exceptionnelle de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Vous pourriez dire à vos potes qui n'avaient pas pu se connecter « Et ouais, moi j'y étais ». Et ça a permis de créer une véritable coopération entre les joueurs. Pour le lancement de la fusée, ceux-ci ont de leur plein gré arrêté de se tirer dessus et allaient même jusqu'à construire des structures pour regarder tous ensemble la prochaine étape de l'aventure. Et c'est ça qui est beau. Non, je pleure pas, c'est toi qui pleures. Bon, on n'oubliera pas le joueur Elemental Ray qui lui n'en avait rien à foutre et qui a détruit la structure sur laquelle se tenait la moitié de son serveur, tuant ainsi 48 players d'un seul coup et devenant le record du plus gros multi-kill de l'histoire de Fortnite. Enfin malgré ça, la fusée décolle comme prévu. Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, les boosters se décrochent et tombent sur un archiacre. Tandis que la fusée fait demi-tour et plonge droit sur Tilted Towers. Alors que tout le monde se prépare à l'impact, la fusée disparaît soudainement à travers une faille. Elle réapparaît à plusieurs endroits, traversant la carte, continuant sa course folle, jusqu'à finir par déchirer le ciel en une dernière immense faille. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que la fusée était supposée faire ça ? Ou est-ce que quelqu'un a ouvert une faille pour sauver Tilted Towers de la destruction ? Le visiteur lui-même peut-être ? Est-ce pour ça qu'il a collecté les pierres provenant de la météorite ? Pour volontairement ouvrir la faille ? Était-il lui-même à bord ? En tout cas, celui-ci disparaît et ne reviendra pas avant un bout de temps. Mais la fabrique même de la réalité est fragilisée par cet événement. Et l'île va devoir en subir les conséquences. C'est le début de la saison 5. Baptisée la collision des mondes, la saison 5 voit l'île être victime d'étranges événements. Des choses apparaissent et d'autres disparaissent. En réalité, l'immense fissure dans le ciel qui pend au-dessus de la tête de nos personnages est une faille spatio-temporelle, créant elle-même de plus petites failles sur toute l'île, menant à d'autres endroits dans le temps, dans l'espace et même dans des univers parallèles. La roche du météore renfermait donc une énergie au pouvoir s'étendant bien au-delà de l'antigravité et a créé un trou entre l'univers de Fortnite, le Fortniteverse pour les intimes, et le nôtre. Oui, le nôtre à nous, notre bonne vieille terre. Lorsque la tête de Durr Burger, mascotte d'une marque de fast-food célèbre du Fortniteverse, disparaît de la carte, elle réapparaît dans le désert de Californie. Un humain de notre monde, surnommé Nomade, découvre alors l'étrange objet et commence à le taguer de son logo, lorsqu'il est lui-même pris dans une faille qui le téléporte dans le Fortniteverse.
lui et d'autres éléments de partout dans l'espace-temps. La carte de l'île est alors drastiquement changée. Le marais de Moisty Mire devient un désert. Une colline près de Snooby Shores accueille désormais un drakkar et un village viking. Le restaurant Tomato Town devient Tomato Temple, un lieu de culte envers la mascotte concurrente de Durr Burger. Nomad, complètement perdu dans cet univers qu'il ne connaît pas, est alors accueilli par une bande de personnages sympathiques. La Terreur Fluo, l'experte en câlin et Rex, qui décide de le prendre sous leur aile et de lui faire visiter le coin. La bande part alors dans un road trip à travers la carte, à bord de la voiture de golf de Nomad, téléportée depuis la Terre avec lui et qui deviendra le véhicule utilisé par tous les joueurs pendant la saison 5. Durant leur voyage, dont on peut apercevoir les photos en complétant la liste des défis de la saison, Nomad finit par aimer l'endroit et décide de rester dans le Fortniteverse avec ses amis. À la semaine 7, alors que ceux-ci font une pause au motel de l'île, ils font une étrange rencontre. Des hommes cagoulés apparaissent à travers une faille et emportent le panneau du motel qui avait été endommagé par le météore. Ces étranges individus, appelés les exécuteurs, sont encore aujourd'hui un mystère. Ils semblent être capables de manipuler les failles à leur guise, et leur description indique qu'ils cherchent à rétablir l'ordre et l'équilibre. La théorie la plus populaire est qu'ils sont une sorte de police spatio-temporelle chargée de veiller au bon déroulement du temps à travers les univers parallèles. Alertés par l'ouverture de la faille et voyant que le Fortniteverse semble être l'épicentre d'une catastrophe spatio-temporelle, ils débarquent donc, mais leur rôle reste aussi secret que celui de l'UIA. La semaine suivante, une nouvelle menace émerge. La faille qui s'étendait au fil du temps finit par rétrécir et changer de couleur, signifiant que quelque chose se prépare. Et quelque chose se produisit. Un gigantesque et mystérieux cube violet se matérialise de la faille, avant que celle-ci ne se ferme pour de bon. Couvert de runes et émettant une aura maléfique, il éjecte les joueurs qui ont le malheur de se trouver aux alentours. Ceux-ci le surnommeront affectueusement Kevin. Kevin, le cube, semble au début être immobile, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il bascule sur lui-même toutes les 1h43 précisément. Ça s'invente pas. Il apparut très vite que Kevin ne se déplaçait pas au hasard, mais avec un itinéraire précis autour de la carte, déposant à 7 endroits des runes entourées d'un dôme anti-gravité. Le cube termine son long pèlerinage à Loot Lake, coulant et se dissolvant dans le lac. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, il ressorte du lac intact, s'élevant dans les airs et emportant avec lui la cabane de Loot Lake. Démarrant en trombe la saison 6. Intitulée Au cœur des ténèbres, la saison 6 apporte avec elle une thématique d'horreur qui correspond pile à la période d'Halloween à laquelle elle est sortie. L'île flottante du cube quitte Loot Lake, laissant à sa place un vortex menaçant, et commence à se balader à travers la carte, retournant aux 7 runes qu'il a déposées pendant la saison précédente. Les zones qui entourent les runes sont alors corrompues, transmettant la même énergie maléfique que leur créateur. Après avoir fait le tour des 7 runes et aspiré toute leur énergie dans les 3 premières semaines de la saison, l'île flottante retourne à sa place et projette toute l'énergie accumulée dans le ciel, ouvrant un portail violet qui recouvre très vite l'intégralité de l'île. L'île flottante explose, ne laissant que le cube en lévitation au-dessus du vortex. Et des morceaux de celui-ci sont projetés partout sur l'île, faisant apparaître une horde de monstres semblables aux carcasses du mode Sauver le Monde. Ainsi débute Fortnitemares, l'événement spécial Halloween. Pendant 2 semaines, tous les habitants de l'île affrontent la horde de zombies décidés à les exterminer. Jusqu'à la bataille finale contre les forces du cube menée par Calamity, le skin de l'événement à Leaky Lake. Affaibli et à court d'énergie, le cube commence à fondre, coulant petit à petit dans le vortex jusqu'à sa destruction finale. Tout le monde est alors transporté dans l'entremonde, The In-Between en anglais, le point de convergence de tous les univers. Alors que tous les personnages du monde flottent sans but dans cette dimension de lumière, une immense faille apparaît au-dessus d'eux, prenant peu à peu la forme d'un papillon qui vient se poser sur le doigt du joueur, le renvoyant dans son univers. Le cube est alors en morceaux et le vortex a laissé place à un havre de paix verdoyant. Plus de portails violets, plus de monstres, tout semble être revenu à la normale.
Cet événement, appelé le Butterfly Event, soulève bien des questions. Pourquoi a-t-on été transporté dans l'entremonde? Quelle était cette entité qui nous a renvoyés chez nous? Et si l'on remonte avant tout ça, d'où venait le cube? Et pourquoi a-t-il essayé de détruire notre monde? Une théorie veut que ce soit les exécuteurs, la police de l'espace-temps, qui aient emporté le cube sur l'île afin de la détruire après le chaos interdimensionnel qu'elle était devenue. Cela dit, une autre théorie dit que ce sont les exécuteurs qui ont ouvert la première faille pour sauver Tilted Towers de la fusée. Mais qui sont les bons et les méchants dans cette histoire? Pour moi, la piste la plus intéressante, c'est que le cube pourrait être en réalité la jonction entre le mode Battle Royale et sauver le monde. Dans une mission ajoutée à la saison 7 dans Sauver le Monde, les survivants doivent se rendre en pleine tempête pour affronter le Storm King, le Big Bad, le principal antagoniste. Après une rude bataille, le roi de la tempête est vaincu et tel un génie qui rentre dans sa lampe, il semble aspirer dans le cube. Et oui, pas plus d'explications ne sera fournie, mais il serait étrange qu'Epic Games ait ajouté ce détail au hasard. Peut-être qu'après avoir été vaincu par les héros de Sauver le Monde, la faille créée accidentellement par le visiteur a aspiré le cube dans le Battle Royale, donnant au Storm King une chance de revenir. Ce qui ferait de Sauver le Monde et Battle Royale deux univers parallèles. Quoi qu'ait pu être le cube et d'où qu'il vienne, les habitants de l'île en étaient enfin débarrassés et allaient pouvoir être tranquilles. Enfin, pour un temps. Car à peine 3 semaines après le Butterfly Event, alors que l'hiver vient, un iceberg est repéré au sud-ouest de la côte. Et il se rapproche de jour en jour. Et si vous pensiez que jusqu'ici l'histoire c'était du grand n'importe quoi, eh bien préparez-vous à l'impact. La saison 7 démarre une autre storyline un peu séparée de toutes ces histoires de bordel spatio-temporel. Ouf, voilà qui va être un peu plus logique. Ha! Que nenni! L'iceberg vient s'encastrer dans l'île, amenant avec lui une horde de soldats dirigés par le sergent Winter, qui déclare la guerre aux autochtones. Pourquoi? On s'en fout, posez pas de questions. Tandis que la bataille fait rage, l'iceberg commence à fondre sous le climat tempéré de l'île, révélant Polar Peak, un énorme château emprisonné sous la glace. Mais qui dit château, dit roi. Et ce roi ne fait pas partie des monarques sympathiques. Le roi des glaces, c'est son nom, est réveillé par la fonte des neiges qui le maintenait endormi. Et il est pas content, car dans les geôles du château est enchaîné le prisonnier, le pire ennemi du roi des glaces. On déduit que ces deux-là avaient une rivalité sans fin, l'un contrôlant le froid et l'autre le feu, mais que le roi des glaces avait fini par le vaincre et l'emprisonner avec lui dans son château, jusqu'à aujourd'hui. Lors de la 8e semaine de la saison 7, le roi des glaces, dans une tentative désespérée de garder le prisonnier dans le givre, vole un fragment des restes du cube et s'enferme dans une sphère de glace au-dessus de Polar Peak. Combinant ses pouvoirs avec ceux du cube, il jette sur l'île un immense blizzard, la recouvrant en intégralité de neige et d'un épais brouillard. Ah oui, et ramenant aussi les monstres du cube. Mais au bout d'une semaine, le pouvoir du roi des glaces s'estompa et la neige se remit à fondre, donnant aux prisonniers l'opportunité de s'échapper. Il se rendit à l'endroit le plus chaud de l'île, le désert de Paradise Palms, et grâce à un rituel mystique autour d'un feu de camp, récupéra ses pouvoirs. Il était de nouveau le roi des flammes. À la fin de la saison, la vengeance du prisonnier sortit tout droit de terre. À l'opposé de Polar Peak où siégeait le roi des glaces, lui aussi avait son trône, à l'intérieur d'un énorme volcan. Saison 8. Un X marque l'endroit. La saison 8 part dans tous les sens. Tout d'abord, des pirates débarquent. Voilà. Ils installent leur navire dans la nouvelle baie de Lazy Lagoon près du volcan. Ils s'ajoutent donc aux nombreux camps venant de différents univers thématiques qui peuplent désormais l'île, et ça commence à faire du monde. Il y a les Vikings près de Snowy Shores, les habitants des différentes villes Retail Row, Tilted, Pleasant Park, Salty Springs et Paradise Palms, les pirates donc, la Légion des Glaces, le Roi des Flammes et son équipe composée de son bras droit Ruine et d'hybrides mi-dragon mi-ninja. Non mais je vous le dis, bac à jouer. Et l'UIA, la mystérieuse organisation secrète qui fait un retour discret en cette saison 8. Un hélicoptère de l'UIA est aperçu à plusieurs endroits, sans doute à la recherche de quelque chose. Peu de temps après, un site d'excavation est repéré à Dusty Divo, mais il ne semble pas avoir trouvé ce qu'il cherchait, le trou n'étant qu'un puits de lave, qui coule sous toute la carte. Mais enfin, il trouve quelque chose en creusant là où le cube s'était fragmenté, anciennement Loot Lake. Un bunker, qui se tenait donc sous le lac depuis le tout début. Les habitants de l'île parviennent à en ouvrir la porte et découvrent qu'il s'agit en réalité d'un passage vers l'entremonde. Le même passage qui leur a permis d'échapper à la destruction du cube 2 saisons auparavant. Sauf que cette fois, les habitants sont amenés devant une énorme sphère d'énergie, le nexus de l'entremonde, et donc le cœur de l'équilibre du multivers. Devant le nexus, un bureau,
Posé dessus, un masque vert et rose, futuriste. À qui appartient-il? Le gardien des lieux peut-être? Mais avant que qui que ce soit n'ait le temps de se poser des questions, tout le monde est projeté en dehors de l'entremonde et renvoyé une fois de plus sur l'île. Sauf qu'à leur retour, le ciel est empli de cendres. La vague d'énergie produite par l'Unvaulting Event donna au roi des flammes ce qu'il lui fallait pour mettre sa vengeance sur le roi des glaces à exécution et provoquer l'éruption de son volcan. Des roches enflammées sont projetées sur toute l'île, frappant l'iceberg du roi des glaces, mais détruisant aussi la moitié de Rite Elro et annihilant totalement Tilted Towers. Jonesy et Banane, deux des personnages principaux de l'île, courent en direction d'un abri souterrain pour se mettre à couvert, pendant que l'enfer pleut littéralement sur Terre. Et c'est la fin de la saison 8. Jonesy et Banane vivent leur meilleure vie dans leur bunker, sans se soucier du temps qui passe, jusqu'à ce que... Combien de temps a passé? Des semaines, des mois? Je crois que ça se compte plutôt en années. Jonesy découvre une nouvelle civilisation, une nouvelle ville, Neo-Tilted. Il est désormais dans le futur. Saison 9, le futur est à vous. Au cœur de la métropole se trouve une statue d'un personnage iconique, Singularity, le skin secret de la saison 9. Elle est aujourd'hui le leader, ou du moins une figure héroïque, de cette nouvelle civilisation. Mais ce n'est pas la première fois que Singularity apparaît dans cette histoire, car on peut voir que son masque est le même que celui aperçu devant le Nexus pendant l'Unvaulting. Alors là, je fais un grand pas dans le domaine de la théorie. Hop, voilà, on y est. Théorie. Singularity était la gardienne du Nexus. Lorsque les habitants ont découvert le passage sous leur île, elle savait que tôt ou tard des menaces viendraient s'en prendre au Nexus et donc à l'équilibre des mondes. Elle offrit donc aux habitants l'énergie du Nexus qui, comme on peut le voir, est la véritable source d'alimentation de Neo-Tilted et de Megamall, le nouveau Rite Elro. Bref, celui-ci est devenu indispensable aux gens de l'île qui se rallient donc à Singularity pour le protéger à tout prix. Voilà la théorie. Ce qui est sûr, c'est que qui que Singularity puisse être, son rôle dans la reconstruction de l'île est indéniable. Elle en est la protectrice. Et elle va bientôt devoir le prouver. Car un nouveau danger lorgne sur l'île. Littéralement. Lors de l'éruption du volcan, l'iceberg de Polar Peak fut frappé et ne cesse de se fragiliser depuis, finissant par révéler un gigantesque œil. L'œil d'une créature aux proportions gargantuesques. Singularity comprend que c'est peut-être, littéralement, la plus grosse menace qui ait jamais frappé l'île. Prête à tout pour protéger sa maison et les gens qui lui font confiance, elle commence la construction d'un robot tout aussi gigantesque à Pressure Plant, une usine construite dans les restes du volcan au cas où la bête sortirait de sa prison. Et ça ne tarda pas. Un beau matin, les habitants trouvent l'iceberg éventré de l'intérieur. Le château de Polar Peak disparu. Le monstre s'est échappé, laissant d'énormes traces sur son passage. Et lors de l'événement concluant la saison 9, The Final Showdown, il fait surface. Et il est immense. Un cyclope hideux, portant sur son dos le château comme si de rien n'était. Son nom, le Dévoreur. Sortant des eaux, il s'empresse d'attaquer le bunker du Nexus, avide d'énergie. Mais Singularity est prête, et son robot, appelé Mecha, aussi. S'ensuit alors un combat de titans. Mecha ouvre le bal avec une salve de missiles, à laquelle le Dévoreur réplique par un tir de laser. Le robot court alors vers son adversaire, lui délivrant un monstrueux plaquage qui les envoie tous les deux dans l'eau. Mais il en faudra plus pour arrêter le monstre, qui surgit à nouveau des eaux et dévore les batteries du Mecha. Singularity arrive enfin à s'en débarrasser, projetant la créature au loin, mais il laisse au passage un bras. Les choses semblent de plus en plus sombres pour notre héroïne, dont le robot s'écrase près du bunker, vidé de son énergie. Mais dans un dernier souffle, il se relève. N'ayant plus d'autres options, Singularity plonge la main dans le bunker et se saisit du Nexus. Absorbant l'énergie du cœur des mondes, elle se retourne et balance une droite dévastatrice au Dévoreur.
Marchant jusqu'à Neo-Tilted, elle se saisit de sa propre statue, qui révélait être en fait une épée, une arme qu'elle avait placée là pour défendre la ville si elle devait en arriver là. Tandis que le dévoreur se relève, elle brandit son épée chargée de l'énergie du Nexus, et dans un moment de pure epicness, empale le crâne du monstre sur le sol. Voilà qui vaut bien un petit floss. Bah quoi, c'est Fortnite, ils ont le droit de le faire, c'est eux qui l'ont inventé. Le mecha est victorieux, sa mission terminée, il décolle et s'envole vers l'infini et au-delà. Le monde est donc sauvé. À moins que... Le Nexus, fissuré dans la bataille, explose. Jonesy est propulsé à travers l'espace-temps, où l'ancien se mélange avec le nouveau. Des personnages et événements du passé se croisent dans un chaos cosmique. Mais finalement, toutes les pièces du Fortniteverse s'entrechoquent et Jonesy est renvoyé sur l'île, avec une légère différence. C'est ici et maintenant, quoique ces notions sont difficiles à évaluer, que prend place la 10e et dernière saison de Fortnite chapitre 1, Hors du temps. L'île du Battle Royale est devenue un mash-up de plusieurs versions d'elle-même, des versions passées et des versions parallèles. Vous captez ou pas ? Des événements des saisons précédentes se reproduisent, comme le crash du météore ou le cube. D'anciens lieux refont leur apparition ou sont mélangés avec d'autres versions d'eux-mêmes. Sauf que tout est figé dans le temps. Des objets sont en lévitation, la météorite est bloquée au-dessus de Dusty Depot, à 2 doigts de s'écraser. Et enfin, l'orbe Nexus, responsable de tout ceci, est fracturé mais bloqué, interrompu dans son explosion, étant ainsi le responsable de tout ce qui se passe, mais subissant aussi ses propres effets. C'est le point zéro, le cœur de cette saison. Ah bah dès qu'on parle de voyage dans le temps, ça devient le bordel. Mais d'ailleurs, en parlant de voyageurs du temps, si la météorite est de retour, ça veut dire que le visiteur aussi, le responsable de tous ces événements, celui qui a lancé la fusée dans la saison 4, menant à l'ouverture de la première faille, l'arrivée du cube et tout ce qui s'en est suivi. Et il est de retour. Enfin, pas tout à fait. Au sein de la météorite figée, une capsule est bel et bien ouverte, mais ce n'est pas celle du visiteur. Enfin, plutôt pas celle de notre visiteur, mais du visiteur d'une réalité parallèle appelée le scientifique. Le skin du scientifique est le dernier skin secret des défis de la saison. Sa description le décrit comme étant l'un des 7. Tout comme le skin du visiteur, dont la description a été changée. De là à penser que les 7 sont tous des versions alternatives du visiteur, il n'y a qu'un pas. Mais qui qu'il soit, quel est le but des 7 ? Le scientifique installe sa base d'opération dans l'un des entrepôts de Dusty et se met à construire des émetteurs de failles dans plusieurs localisations de la map. Chaque lieu accueillant un émetteur voit apparaître au-dessus de lui une faille qui modifie fréquemment la zone. Neo-Tilted devient ainsi Tilted Town, une bourgade du Far West, puis Gotham City. Oui, la ville de Batman. Greasy Grove réapparaît alors qu'elle était gelée sous la glace depuis la saison 7. Retail Row remplace Mega Mall et subit les assauts de la Horde du Cube. Tout est sans dessus-dessous. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le temps est compté. Car au fil des semaines, le point zéro semble se fissurer de plus en plus et la météorite se rapproche tout doucement de son point d'impact. Le scientifique achève donc son œuvre en construisant ses 7 émetteurs, ouvrant autant de failles spatio-temporelles dans le ciel. Commencez à voir le chiffre 7 se répéter, non ? En tout cas, le scientifique passe maintenant à la partie finale de son dessin, la construction d'une nouvelle fusée. 7 émetteurs, 7 versions, 7 failles. Et c'est bien sûr, tout s'éclaire enfin ! Non, je déconne, j'ai toujours rien compris. Mais dans la base du scientifique à Dusty Depot, des enregistrements vont apporter des réponses. When I hear this again, will it help me remember? Or once looped, will I be just as muted as the others? Ou bien encore plus de questions. What the 7 of us are attempting is very risky. I suspect they are not the only ones watching, but it must be done or we lose the bridge forever. Les 7 bossent ensemble avec un objectif commun, et ils doivent faire vite avant de perdre le pont, probablement la connexion entre 7 à travers les failles. Mais de qui parle-t-il quand il dit que quelqu'un d'autre les observe ? Mystère. The Black Theorem was a success. Us, you,
arrived outside the loop at the exact moment of expansion. This effectively paused the singularity, giving us time to create the devices needed to synchronize the junction. Les 7 avaient donc prévu que le point zéro se produirait. Ils ont planifié l'arrivée du scientifique au moment exact de l'expansion, de l'explosion du Nexus, créant ainsi un paradoxe qui a mis sur pause le cataclysme et leur laissait le temps de mettre leur plan à exécution pour l'empêcher. Un plan appelé la jonction, mettant en scène la fameuse fusée. What I didn't factor was that the only way to trigger the device was from within the loop itself. Thus this hasty and primitive recording. And why now I find myself looped. Activate the beacon at precisely the moment this timer reaches nothing. The 0 point must be contained once more. If they are correct, it will be the end. Voilà donc les derniers éléments laissés par le scientifique pour nous aider à comprendre son but et celui des 7. Son arrivée programmée au moment de l'explosion du Nexus lui a permis d'éviter d'être pris, comme il le dit, dans une boucle. Probablement une boucle temporelle. En tout cas, pour que son plan fonctionne, il faut impérativement être dans la boucle pour lancer la fusée à un moment précis. D'où ses enregistrements. Il se donne à lui-même des indications sur quoi faire lorsqu'il sera piégé. Ainsi, une fois sa fusée construite, le scientifique lance sa compte à rebours, retourne volontairement dans la boucle, perdant sa mémoire, retrouve ses enregistrements et le moment venu procède au lancement de la fusée. Et c'est littéralement le début de la fin. Elle s'élève haut dans le ciel et disparaît dans une faille à nouveau. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Contrairement aux visiteurs de la saison 4, cette fois les 7 savent ce qu'ils font. Ils utilisent l'énergie des fusées pour créer des failles, ce que les visiteurs a fait accidentellement à l'époque. Les 6 autres membres des 7 ont eux aussi activé leurs fusées dans leurs univers parallèles. Ainsi, les 6 autres fusées rejoignent la nôtre dans notre univers grâce aux failles préalablement ouvertes. Dans une valse aussi grandiose que terrifiante, les 7 fusées se mettent à danser en boucle autour du météore, toujours figé. Au bout d'un moment, l'énergie accumulée par les 7 est assez puissante pour ouvrir une gigantesque faille qui engloutit le rocher. Enfin, notre fusée apparaît au-dessus du point zéro et le frappe de plein fouet, créant une vague d'énergie qui envoie valser tous les habitants de l'île dans les airs. Et pour terminer, la gigantesque faille rompt les cieux, laissant retomber le météore guidé par les 6 autres fusées sur le point zéro. Alors que le cœur de l'univers se désintègre, l'île et ses habitants, tous les lieux, les personnages, les joueurs du monde entier sont aspirés dans un trou noir. Et c'est la fin. Non, je vous jure, c'est véritablement la fin. The end. Pouf, plus rien, nada. Après cet événement, le jeu n'était plus accessible pour personne, n'affichant que le trou noir tournoyant sans fin. Vous vous en souvenez, ce coup marketing de génie a retourné l'internet entier. Comme les 7 l'avaient prédit, c'était la fin. Pourtant, pendant 2 jours, le trou noir a laissé apparaître des numéros. Un message codé que les joueurs avides de savoir ce qui se passait ont très vite décrypté. Si on prenait l'intégralité des enregistrements du scientifique et qu'on lit à chaque mot un numéro étant sa place dans toute la tirade, on obtient ceci. Je n'étais pas seul. Il y en a d'autres hors de la boucle. Ce n'était pas calculé. Le néant est maintenant inévitable. Les spéculations allaient de bon train sur la signification de ce dernier message des 7. Et puis, soudain... Une nouvelle île est découverte, avec de nouveaux personnages, de nouveaux thèmes, de nouvelles aventures. Car ce n'était que la fin du chapitre 1. La
vache que c'était complexe! J'espère avoir été à peu près compréhensible sur le bordel scénaristique qu'est Fortnite. Comme je le disais au début, c'est une histoire cachée, inexpliquée, probablement inventée au fur et à mesure, qui n'est qu'un prétexte pour faire évoluer un jeu principalement pour adolescents. En gros, faut pas chercher trop loin. Mais ça reste hyper prenant, car imprégné de mystère. Surtout lorsqu'on y participe. Alors allez jouer au chapitre 2 qui nous ouvre les portes d'un nouvel univers. Est-ce que ce nouveau chapitre fera le lien entre Battle Royale et Sauver le Monde? Que signifiait le dernier message du scientifique? Est-ce que la boucle du Battle Royale n'est qu'une simulation de Windertech pour préparer des gens à affronter la tempête? Oui, c'est une théorie ça aussi, et populaire en plus. Mais surtout, est-ce que tout ça a le moindre sens? À vous de le découvrir. Ou bien attendez que je vous le raconte à travers une nouvelle vidéo, c'est à vous de voir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires épiques, de contenu vidéoludique et d'aventures rocambolesques. Car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde.